Salut, bonsoir, After CAN, nouvelle émission. On connaît de nouveaux qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire rejoint le Maroc, le Sénégal rejoint l'Algérie, les Lions rugiront en huitièmes de finale, les éléphants barriront en huitièmes de finale. C'est le grand enseignement de cette journée de lundi soir. Bienvenue à tous dans After CAN. 3 invités de choix aujourd'hui. Alioune Ndiaye, notre consultant. Bonsoir Alioune. Bonsoir tout le monde. Content forcément. Content oui et non. Du résultat. Voilà, on va dire. Peut-être la manière n'est pas la manière à revoir. Totalement. Content aussi Elton. Je sais qu'Elton, on s'était quitté il y a quelques jours avec la RDC, c'était moyen. Là, une belle journée pour la RDC. Déjà, bonsoir à tous. Et en effet, c'est vrai que par rapport à mercredi, la perspective a changé dans le sens où la RDC est a priori qualifiée. On touche du bois en fonction de ce qui va se passer demain, mais on peut considérer que ça a été fait après moult rebondissements. C'est bien parti. Et enfin, Naïm Moniol. Bonsoir Naïm. Bonsoir les copains. Bon, Naïm content forcément, l'Algérie 9 sur 9. 9 sur 9, phase de poule exemplaire, on va revenir. Ouais. Normalement, on aura un invité qui va nous rejoindre, c'est Marvin Nezer. On l'attend dans quelques instants, il va nous rejoindre. L'occasion de vous rappeler qu'on est aussi en live sur Facebook. Donc, comme d'habitude, vous connaissez la musique maintenant. Envoyez-nous vos questions. Si elles sont pertinentes, on y répondra en plateau. Si elles ne sont pas pertinentes, on y répondra aussi. C'est le jeu qui veut ça. Aussi, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'être sur Facebook, le live sur le site www.sadafrique.com. Messieurs, on commence par les champions d'Afrique 2015, la Côte d'Ivoire. Victoire 4-1 face à la Namibie. Ça a été poussif à Lyon, mais ils ont réussi à le faire. Victoire trompeuse, parce que quand on voit le score, on peut s'imaginer que c'était un récital de la Côte d'Ivoire, mais c'était pas du tout le cas. Il y a eu 4 buts, ils ont la chance qu'ils ont pu se mettre en confiance, mais la physionomie du match n'était pas du tout celle-là. Le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Tu avais notamment la Namibie qui leur a posé beaucoup de problèmes. Ouais. Qui leur a posé énormément de problèmes dans leur intention de jeu, qu'ils avaient des intentions de jeu louables. Et je veux faire un mea culpa aussi également, parce que je parlais notamment de la CAN à 24, où je disais que ça serait le nivellement vers le bas. Ouais. Et les petites équipes, celles qui ne sont pas habituées à participer à la CAN, ont répondu présent. Dans leur intention de jeu, je trouve que c'est louable d'avoir des projets de jeu, de jouer, et surtout de poser des réels problèmes aux grands. C'est plus les grands, pour moi, qui répondent pas présent, à l'image de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, qui ne répondent pas réellement présent. Dans le jeu. Ouais. Elton, même ressenti sur ce match ? C'est vrai que je vais être d'accord avec Alioune, parce que c'est dans le prolongement de ce qui se passe sur cette 3e journée où il y a des scénarios à de nombreux buts. Donc on le voit, il n'y a que le match Afrique du Sud-Maroc où il n'y a eu qu'un seul but. Sinon, on est sur une moyenne de 2 buts par match. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est sur un 3e match, on doit jouer son va-tout et la Namibie n'a pas dérogé à la règle. Donc ce qui se passe, c'est que, notamment sur le premier but de Gradel, on voit une Namibie qui essaye d'aller chercher très très haut la Côte d'Ivoire et il y a un ballon en profondeur qu'exploite Gradel. Et à partir de là, on sait que la Côte d'Ivoire a de grandes chances d'avoir cette victoire. Au final, il l'emporte avec un score qui est très confortable, mais ça ne rassure pas pour autant sur le plan du jeu. Victoire flatteuse, Naïm ? Oui, très flatteuse, parce que mes camarades l'ont dit, le score ne reflète pas la physionomie du match. Puis je pense que surtout la Côte d'Ivoire, le secteur offensif ne représente pas le niveau global de l'équipe. Cette équipe, on l'avait quittée coupée en deux face au Maroc. Alors on s'est dit en face c'est le Maroc, ça joue bien, ils ont la possession. On la retrouve face à une équipe de la Namibie valeureuse, mais qui a quand même moins de qualité, il faut être honnête. On a retrouvé une équipe de Côte d'Ivoire coupée en deux avec un milieu de terrain inexistant, gruyère, une défense souvent en panique et en le pire en supériorité numérique, à 3 contre 1, à 4 contre 1, elle arrive comme ça à mettre des ballons en touche, à se faire prendre la balle comme ça sur du pressing a priori pas dangereux. Donc voilà, le score ne reflète pas le match et je trouve que ce qu'on peut voir devant individuellement par Gradel, par Boni, par Zaha, ne reflète pas le niveau de cette équipe qui est pour moi moyen. Alors, vendredi dernier, on s'était quitté ici le soir en disant que, notamment Anderson, l'ancien joueur de la Côte d'Ivoire, disait qu'il était peu probable de voir Pépé aligné. Il a eu raison parce qu'on va voir la composition d'équipe. Il y a eu énormément de changements. Série dehors, Pépé dehors, Bama qui rentre au milieu de terrain. C'est un signe fort quand même ça, quand on sort Pépé qui sort d'une grosse saison. C'est un signe fort, oui, parce qu'il fallait faire le choix, mais c'est également un signe fort aussi de mettre Zaha sur le banc. Ouais. Donc l'un pour l'autre, que ce soit Zaha ou Pépé qui ont quand même des styles de jeu assez similaires, donc je trouve ça logique que Pépé ne poursuit pas. Surtout en vue du match qu'il a pu faire contre le Maroc, mais également du premier match qu'il a pu faire également, qui était tout sauf des très bons matchs. Ouais. Par la suite, il y a également Seri qui sort, et pour moi c'est la logique. Seri avec la Côte d'Ivoire, on ne le retrouve pas. On ne retrouve pas du tout le Seri qu'on peut voir. Justement, comment est-ce qu'on peut expliquer que des joueurs qui sont performants en club, notamment Nicolas Pépé, qui a été meilleur joueur africain de la Ligue 1, n'y arrivent pas comme ça en sélection ?
Il y a aussi une histoire de contexte. D'abord, quand vous faites toute une saison dans un club où vous avez vos habitudes, c'est plus facile que dans une sélection où vous venez lors des éliminatoires une fois toutes les 5-6 semaines et là sur une compétition que vous avez finalement pas vraiment l'habitude de jouer. Les conditions atmosphériques ne sont pas les mêmes, le jeu proposé aussi n'est pas le même et puis jouer l'Afrique, c'est jouer un autre style de football que ce que vous faites en Ligue 1. Donc ça peut s'expliquer. Pépé n'est pas le seul dans ce cas-là. Et j'ai pas quand même la même lecture que mon camarade sur Pépé parce que c'est peut-être un choix fort de le voir sortir. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit une bonne solution non plus. Pépé, on va pas se mentir, c'est la star de votre équipe aujourd'hui. Ouais. Il est peut-être pas prêt, il est peut-être pas encore mûr, c'est peut-être pas aujourd'hui un Yaya Touré, un Drogba, mais c'est la star de votre équipe. Il rate un match, vous le faites sortir. Quel message vous envoyez? Pour titulariser en plus Gebama, même si c'est pas au même poste, qui n'est pas un joueur de ce calibre, qui n'est pas un joueur de ce poste et sur lequel vous ne misez rien sur du long terme. Vous prolongez un milieu de terrain Sérédier qui n'a pas été bon, Kessié n'a pas été bon, ils ne sont pas bons depuis le début de la compétition. Quand on parle d'équipe coupée en deux, c'est eux que je pointe du doigt clairement, c'est pas Pépé. Pépé il n'est pas bon parce qu'il n'a pas de ballon. Il n'est pas bon, il n'a pas de ballon parce que le milieu ne lui donne pas le ballon. Donc vous envoyez un mec sur le banc qui est la star de votre équipe, qui est votre atout numéro 1, pour prolonger un milieu de terrain qui de toute façon n'a pas été spécialement bon aujourd'hui, n'a pas été spécialement bon sur les matchs d'avant et ne sera pas spécialement bon sur les matchs d'après. Donc j'ai pas la même lecture moi qu'Alioune sur l'absence de Pépé. Je ne vais pas vous dire que c'est préjudiciable sur cette compétition, mais je ne crois pas que ce soit très intelligent de sortir l'atout numéro 1 dans une compétition comme ça. Et surtout que qu'est-ce qui va se passer maintenant que la Côte d'Ivoire est qualifiée? Quelle compétition pour un huitième de finale? On garde l'équipe là qui s'est imposée 4-1 ou alors on remet les gens qu'on a mis sur le banc? Et c'est en ça qu'on va laisser le bénéfice du doute à Camara. Est-ce que l'opposition fournie par la Namibie, quand bien même c'est un match important, est-ce que ça se prêtait à ces petits ajustements? On aura un élément de réponse en huitième de finale dans la mesure où c'est la grosse équipe qui va devoir être alignée parce qu'on est sur une notion de phase à élimination directe et donc si tu sors, tu n'es plus là et donc en fonction de ça, on va voir. Elle a été en difficulté contre tous les adversaires qu'elle a joué. Elle a été en difficulté face à l'Afrique du Sud qui a fermé le jeu, elle a été en difficulté face au Maroc. La Namibie qui a la possession du ballon, 59-41. La Namibie a la possession du ballon et surtout sur certaines séquences de jeu, moi je me rappelle dans les 20-25 premières minutes, on voit des actions, des dédoublements, sur une passe vous cassez deux lignes, vous avez un attaquant qui se retrouve seul dans la surface, couvert par un latéral face au gardien. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire s'est fait, entre guillemets, balader sur une demi-heure aujourd'hui et elle a été en difficulté sur toute la poule. Face à l'Afrique du Sud qui a fermé le jeu, face au Maroc qui a des vrais joueurs de ballon qui avaient la possession et aujourd'hui face à la Namibie qui a réussi à prendre la possession du ballon et être plus fort en contre. Donc on a vu à peu près 3 oppositions différentes pour 3 fois le même constat. La Côte d'Ivoire est en difficulté. Certes, elle est qualifiée, certes, elle a marqué 4 buts aujourd'hui. Quand on passe en huitième de finale sur des matchs d'élimination directe, c'est pas le même format de compétition, c'est plus la même compétition et c'est plus non plus les mêmes adversités. Parce que depuis le début de la compétition, et tout à l'heure on va parler du Sénégal, des équipes pas terribles qui arrivent quand même à gagner des matchs, on en voit beaucoup. L'Égypte, elle est en difficulté, elle a fini première. Le Sénégal, on peut parler du Nigeria également. Comment va se comporter la Côte d'Ivoire face à ces équipes-là? Mais est-ce que justement ce ne sera pas l'avantage d'avoir des équipes qui vont peut-être proposer un football plus offensif et qui pourront les contrer? Oui, mais même sur ça, d'ailleurs on avait fait, à l'époque où Camara avait été nominé en tant que sélectionneur des éléphants, on avait fait un débrief sur lui, et il nous avait expliqué grosso modo à travers sa conférence de presse qu'il voulait axer le travail de son équipe sur une solidité défensive, parce que c'est ce qui avait manqué notamment au qualif du mondial. Or, là, on voit sur ces 3 matchs que la solidité défensive, elle est illusoire dans la mesure où même la Namibie arrive rapidement dans ton coin adverse. Je peux répondre quand même à ta question. D'abord, il manque Eric Bailly. Voilà, sur ce match-là, il manque Serge Aurier. Donc, vous avez 50% de la défense titulaire en moins. Au-delà du fait que la défense ne rassure pas et qu'individuellement, ils peuvent faire mieux, le vrai problème aussi, c'est que cette défense-là, elle n'est pas protégée. T'as personne qui récupère. À l'époque où tu avais des mecs devant la défense qui étaient bons, les Yaya Touré et compagnie, tu étais très rarement exposé. Là, tu es quand même beaucoup exposé parce que ton milieu de terrain ne récupère pas de ballon et au final se fait casser avec une passe verticale et tu as une ligne qui part. Ça aussi, c'est un élément. Même avec Serge Aurier, quand on voit le but du Maroc, on voit toutes les erreurs successives de la défense ivoirienne. On ne peut pas dire que même soit avec Serge Aurier, même avec Bailly, et même quand Bailly était là, c'était pas du défense en général. Mais ce que je te dis, c'est que si c'est pas une super défense en général, tu retires Bailly et Aurier, tu as quand même une défense encore plus faible. Il est remplacé par. Moi, je trouve que Bakayoko a bien assuré l'intérim d'Aurier. En termes de solidité, je trouve qu'il a été même plus solide qu'Aurier. Parce que Aurier, moi, quand je le vois jouer, quand je l'ai vu jouer contre le Maroc, mais l'agressivité, elle est où? Comment il peut laisser Amrabat prendre le ballon et faire le passer aussi facilement? Sans opposition, il passe Conan, il passe Canon, Canon, il passe Canon, il passe Aurier, et il n'y a personne. Et comme je peux le dire aussi, je suis d'accord avec toi, sur le milieu, tu avais Sérédier qui cassait les actions, il fut un temps avec la Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est plus du tout le cas.
C'est plus du tout le cas. On a le milieu est friable. Bon, l'équipe que j'ai l'impression quand je vois la défense de la Côte d'Ivoire, j'ai l'impression de voir la défense de l'Olympique de Marseille, avec le milieu défensif où toute action de l'équipe adverse, c'est un raid. Et il y a toujours une action dangereuse qui aboutit à ces actions-là. Et ça démontre bien que c'est un problème d'animation défensive, à savoir qu'il y a des concepts qui devaient être inculqués par Camara, on voit bien qu'ils sont pas assimilés. Et d'ailleurs, le but face au Maroc est criant dans la mesure où il y a une notion de basculement à faire sur le plan défensif, et même ça, ils ne maîtrisent pas collectivement. Contre le Maroc, à la rigueur, tu peux aussi mettre ça sur la qualité d'Amrabat, qui fait un raid exploit. Non, mais il fait un exploit personnel. Je suis d'accord pour dire tout ce que tu veux. C'est un exploit personnel aussi. Tu le vois bien. Oui, il passe 3-4 joueurs à lui tout seul. Mais c'est sur la Namibie, Namibie, il y a une défaillance. Il y a une vraie défaillance. Je suis d'accord avec ça. Mais sur le match d'aujourd'hui, ce qui est vraiment criant, c'est quand on parle d'animation défensive, c'est quand on parle de protection de la défense, c'est l'équipe coupée en deux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, une simple passe longue, une simple transversale sur 10-15 mètres, vous pouvez vous retrouver directement devant la charnière centrale. Et ce qui est terrible, c'est que ça, c'est un vrai problème de milieu de terrain, je dis, mais un vrai problème aussi de leadership. Ouais. Parce que sur une action, ça peut arriver, vous pouvez vous rater sur une action. Sur 1h30 et sur 3 matchs, c'est-à-dire qu'il n'y a personne sur le terrain pour faire le relais du sélectionneur, pour replacer les mecs, pour bétonner, quitte à gueuler, quitte à se faire entendre. Il n'y a pas de leader dans cette équipe. En tout cas, il y en a qui étaient satisfaits de la qualification. À défaut du résultat, c'était les supporters ivoiriens. Mel Berchel était avec eux, il a suivi le match. On regardait un petit peu les réactions et puis après on revient au plateau pour débattre sur tout ça. À tout de suite. Et avec votre soutien, avec votre détermination, nous allons les pousser plus loin. Et nous ferons en sorte qu'ils gagnent les 8e de finale. Et nous serons avec eux pour gagner les quarts de finale. Pour gagner la demi-finale. Et nous serons avec eux pour les accueillir en aéroport avec le trophée. Du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur. On attend la suite. C'est vrai qu'on n'a pas fait un grand match, mais on a été décisif quand il fallait. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons qu'on puisse progresser. Et j'espère que l'équipe va se bonifier au fur et à mesure que nous allons évoluer. Avec les éléphants, il n'y a rien qui est facile. Mais il y a une victoire au bout. Et puis j'aime bien cette nouvelle génération d'étudiants. Ils sont en joie, ils sont en fête. Et ça réussit toujours. La suite, on attend. Si on a eu Mali, on s'est débrouillé. Si on a eu Ghana, non. Seigneur, ne nous donne pas le Ghana de sitôt. Si tu veux nous donner le Ghana, donne-nous le Ghana en finale. Parce que chaque fois qu'on est en phase, on gagne. Seigneur, pas le Ghana, ça va être le mot de la fin. En tout cas, on sent beaucoup d'enthousiasme. Vous voyez, il parle de 8e, quart, demi. La Côte d'Ivoire est qualifiée, certes. Mais jusqu'où peut aller cette équipe? Quel est son potentiel? Déjà, pour revenir sur le reportage, on voit que c'est l'une des facettes de la CAN, parce que nous, on est dans la description, eux, ils sont dans la dimension événementielle quand j'entre de la CAN. Et en ce sens, quand ils gagnent un match, on a tout de suite fait de tirer des plans sur la comète et de se mettre en finale. Mais maintenant, sur le plan footballistique, jusqu'où peut aller la Côte d'Ivoire, ça reste quand même très aléatoire, parce que déjà, on ne connaît pas la composition du tableau final. Et en ce sens, comme l'a dit Naïm, on voit bien que c'est une équipe qui est à la merci de tout le monde sur le plan défensif. Grand maximum, un quart de finale. Ouais. Grand maximum. Parce que, en fait, que ce soit la CAN, que ce soit la Ligue des Champions, l'Euro, le Mondial, dans ces matchs-là, arriver à ce stade-là de la compétition, ce qui fait la différence, c'est les individualités. C'est ça, en fait. C'est qui derrière va te tenir la baraque, qui devant va te mettre le but, même quand tu n'as pas d'occasion. Aujourd'hui, dans ces deux secteurs-là de jeu, je ne vois personne en Côte d'Ivoire qui est capable de tirer l'équipe vers le haut. Parce que Gradel, il met des buts, c'est très bien, mais il a mis des buts contre la Namibie. Mais si vous jouez une équipe solide, si vous jouez le Ghana, si vous jouez une équipe, je ne sais pas, si vous jouez le Nigeria, si vous jouez l'Égypte, des équipes solides derrière, quelle individualité va prendre le pas là-dessus? Qui derrière est en mesure de montrer sur un 8e de finale, sur un quart de finale, ce qu'on n'a pas vu sur toute une phase de poule? D'ailleurs, la Côte d'Ivoire va affronter le premier du groupe du Mali, donc Mali ou Tunisie, ou peut-être Angola sur un malentendu. En 8e, hein, déjà. C'est Mauritanie. Ou la Mauritanie, pardon, autant pour moi, j'ai oublié, autant pour moi. Déjà, par exemple, l'adversaire décrit, typiquement la Tunisie, ça peut être le casse-tête par excellence pour une équipe qui a du mal à progresser sur attaque classique comme la Côte d'Ivoire et qui défensivement est à la merci des éventuelles contre-attaques tunisiens. Le Mali, ça serait quand même un meilleur tirage que la Tunisie, puisque le Mali, ça répond davantage à un défi physique et la Côte d'Ivoire, sur ce terrain, peut rivaliser. Techniquement parlant, s'ils jouent la Tunisie, même l'Angola, ils vont courir après la balle, ils vont s'user, ils vont laisser des espaces, et Dieu sait qu'on le décrit, on l'explique depuis 10 minutes, un quart d'heure. Cette équipe, elle a tellement de trous sur toutes les lignes que si elle doit courir après le ballon, elle est foutue.
Un dernier mot avant de passer au deuxième match du groupe. Un mot sur Sylvain Gboko, le gardien qui a beaucoup été critiqué. On a vu sur le but que beaucoup de gens lui imputent, en tout cas une grande partie du but. Est-ce qu'il est seul responsable? Parce qu'on voit aussi une glissade de canon. C'est un tout en fait. Oui, c'est un tout, mais bon, il doit quand même faire le boulot et arrêter capter le ballon. Ouais. Il doit capter le ballon et ne pas faire cette erreur, c'est sûr. Après, c'est toujours un tout. Après, un gardien, on ne peut pas accabler un gardien parce que c'est toujours. Un gardien peut toujours faire une erreur, donc l'accabler, pour moi, ça ne sert à rien. Il a fait ses matchs, les matchs précédents, donc oublions. Et c'est plus la défense qu'on doit regarder. Le seul souci de la Côte d'Ivoire sur cette phase de poule, c'est l'erreur de Gboko, ça va. Ouais. Si c'était seulement ça leur problème, ça irait. Mais comme c'est pas le seul problème, on va dire que c'est anecdotique. Ça veut dire quoi? Donc vous êtes d'accord, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Ouais. On passe à l'autre match du groupe. Maroc, c'était contre qui? Afrique du Sud. Maroc, sans faute. 3 matchs, 3 victoires et surtout aucun but encaissé. À défaut d'être peut-être séduisant sur ce match-là, le Maroc est appliqué. Appliqué comme à leur habitude, hein. Ça fait même sur les qualifications à la Coupe du Monde, ils avaient la meilleure défense d'Afrique et là ils le prouvent encore que c'est la meilleure défense d'Afrique. En termes d'animation défensive, là on parle vraiment en termes d'animation défensive, on ne parle pas de joueurs parce qu'en termes de défenseurs il y a des meilleurs défenseurs que ces joueurs-là, mais c'est cohérent. Pour moi le Maroc est l'équipe la plus cohérente qu'on a vue sur ces matchs-là. En termes de solidité défensive, également en termes de joueurs comme Boussoufa qui est le meilleur joueur marocain pour le moment. On voit Belanda et Ziyech qui n'ont pas encore prouvé la pleine mesure. Donc on peut penser que du mieux pour le Maroc pour le moment. Ce qui est frustrant avec le Maroc, c'est que quand on voit les joueurs qu'ils ont, on aimerait voir plus. On aimerait voir du football, on aimerait voir du jeu à une touche, des dédoublements, on aimerait voir des dribbles. On ne voit pas ça, c'est un fait. Mais ils sont solides. Ils sont bons sur toutes les lignes. Il y a aussi un phénomène extraordinaire, c'est que moi je pensais qu'il allait les faire tourner. Voir Amrabat, Ziyech titulaire au coup d'envoi. Bah ouais, justement, je pensais, en fait, il ne fait pas tourner. Ouais. Et voir que la dimension technique d'un garçon comme Boussoufa, même d'Achraf Hakimi, qui est quand même passé à ça de pas la faire, la CAN, il faut se rappeler, il est arrivé blessé, tout le monde pensait qu'il la ferait pas. Je trouve que cette équipe, elle est complète, un peu moins que l'Égypte, mais elle est complète. Elle a des qualités, elle a des qualités défensives, elle a des qualités offensives, elle sait gagner des matchs où elle n'est pas spécialement très forte. Ouais. Ça, c'est un atout considérable. Donc, évidemment, j'attends mieux des individualités. Quand je vois la saison de Ziyech avec l'Ajax, je veux le voir dribbler 3-4 joueurs, je veux le voir faire des passes D, je veux voir ça. Il a marqué Ziyech, mais pas Ziyech, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être pas le bon. Mais globalement, avec le Maroc, on a le droit d'être fine bouche parce qu'il y a de la qualité devant, une qualité monstrueuse. Ce qui leur manque, c'est pas la finition. On a l'impression que cette équipe, tu leur mets un vrai neuf. Ils vont mettre tarif à tout le monde. Ça fait 5 ans que c'est quoi, 5-6 ans. Et après, on le voit avec El Nesri, on connaît davantage en Espagne, notamment Leganés sur sa dernière mission, il était plus dans un binôme avec Braithwaite. Et là, forcément, Braithwaite avait plus ce rôle de fixation et lui, il tournait autour de lui. Là, au Maroc, il est davantage dans un rôle exclusif où il se doit de faire la décision. Donc, c'est une perspective qui change et qui voit que ça l'impacte. Alors oui, il met ce but face à Côte d'Ivoire ô combien important, mais c'est pas pour autant qu'il a réglé les problèmes ça fait des années. De lucidité devant le but. Par exemple, l'action qu'il a à certains moments, quand il a le ballon, il est excentré, il dribble le gardien, il doit être lucide, de lever la tête et mettre son pied d'appui pour pouvoir marquer. Et ça, il ne le fait pas. Après, on voit que c'est pas réellement un neuf. Exactement. Mais même avec cette absence de neuf, je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. Leurs latéraux, Mazraoui et Hakimi, c'est je pense que ce qui se fait le mieux en Afrique. Voilà, c'est ce qui se fait le mieux en Afrique. La différence, elle est là, c'est que Mazraoui, Hakimi, c'est la Ligue des Champions. Et même Dirar, il ne fait pas la Ligue des Champions, mais c'est un garçon qui a beaucoup évolué en Europe. C'est d'un niveau supérieur. C'est ça, en fait. Quand les latéraux arrivent à venir amener tes milieux, à venir compenser le travail des milieux, à venir centrer pour tes attaquants quand tu es en mesure, parce que tu n'as pas de numéro 9, mais tu as 3-4 joueurs systématiquement dans la zone de vérité, parce que Ziyech, Amrabat, c'est des garçons qui aiment porter le ballon, qui sont devant. Tu as tout ce qu'il faut. Après, il faut les voir aussi face à une grosse opposition. La Côte d'Ivoire n'a pas été suffisamment forte pour voir ce que vaut le Maroc. Donc j'attends les huitièmes de finale, les quarts de finale, mais c'est mission remplie sur la phase de poule, oui. Il y en a un qui a fait une grosse prestation sur ce match, c'est Boussoufa, qui a d'ailleurs été élu homme du match. Je vous propose de regarder son portrait fait par Anas Bakar, après on revient en plateau pour parler un peu de lui parce qu'il vole des tours.
Problème de son, mais malheureusement, on ne verra pas le portrait de Boussoufa. En tout cas, on a au moins sa fiche de statistiques parce que franchement, elle vaut le détour, la fiche de Boussoufa. Déjà, Boussoufa, c'est un joueur qui a maintenant 34 ans. On l'a vu, c'est la deuxième fois en 3 matchs qu'il est élu homme du match. C'est vraiment devenu le pilier de cette équipe du Maroc. Ouais, alors ça dit deux choses, à mon sens. La première, c'est que c'est un garçon qui a quitté, il faut préciser un truc, c'est qu'il a quitté le foot de haut niveau en 2016. Il est en Arabie Saoudite aujourd'hui, voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est quand même pas terrible. Et c'est pas ce qu'on attend d'un joueur de ce niveau. Pour moi, ça dit deux choses. La première, c'est que ce garçon a un volume de jeu qui est monstrueux, qu'il a des vraies qualités physiques au-dessus de la moyenne, mais que surtout à l'échelle du Maroc sur cette CAN, c'est lui le vrai chef d'orchestre. Ouais. Tu peux avoir Ziyech, tu peux avoir Belhanda, tu peux après avoir Amrabat, tout repasse par lui. On ne ressort pas par l'arrière, on ressort par Boussoufa. C'est pas Ziyech, c'est pas Amrabat qui donne les ballons, c'est Boussoufa qui donne le tempo, et c'est eux qui sont dans la fameuse zone de vérité, c'est eux qui sont dans les 30 derniers mètres. C'est vraiment l'homme fort de cette équipe. Un peu comme l'Italie avait Pirlo à une époque, ouais, elle pouvait jouer avec des joueurs qui avaient des vraies qualités de ballon devant, c'était Pirlo qui a le ballon. Au Maroc, c'est Boussoufa qui a la balle. Il peut être aligné sur un côté, il peut être aligné devant la défense, il peut jouer seul devant la défense, il peut jouer à deux, c'est toujours lui qui dictera le tempo. C'est l'homme fort, l'homme par qui passe. Alors ça veut dire que s'il est blessé, s'il est moins bien, le Maroc va se retrouver coupé en deux. Forcément, ça veut dire que s'il arrive à faire une CAN dans le prolongement de ce qu'il fait sur cette phase de poule, dans les matchs élimination directe, le Maroc sera d'autant plus un client qu'il a un vrai chef d'orchestre par rapport à d'autres équipes au moins aussi huppées. Et en ce sens, c'est typiquement l'expression du milieu relayeur, parce qu'un milieu relayeur, c'est celui qui va du point A vers au point B et qui doit acheminer le ballon. Et on voit bien sur cette CAN-là, il y a des difficultés chez certaines équipes à amener le ballon du point A vers le point B, parce qu'il y a des milieux de terrain qui sont très souvent dans une dimension physique, qui vont être plus dans l'idée de contrecarrer les points adverses plutôt que d'attaquer avec le ballon. Boussoufa, lui, il est capable d'activer ses milieux offensifs et son attaquant, et en ça, c'est une différence qui est majeure. Alors, on a vu donc Boussoufa faire un bon match. Le Maroc, globalement, maîtrisait son sujet face à l'Afrique du Sud. Mais ça vous a pas échappé, on a vu souvent Hervé Renard crier. On l'entendait à la télé crier, ne pas être un peu agacé, etc. Ouais. Ça m'a rappelé une séquence dans J+1. Exactement, oui. En fait, pourquoi est-ce qu'il est encore pas satisfait de ce qu'il voit? Qu'est-ce qui coince encore? On en parlera peut-être avec l'Algérie tout à l'heure, mais l'investissement, c'est un élément clé parce qu'il ne faut pas négliger la portée de ce troisième match-là. La composition de départ, ça en découle d'une certaine logique que chez Hervé Renard, à savoir qu'on ne va pas banaliser le moindre match, quand bien même on est qualifié. Et ça, cette attention portée à ce match face à l'Afrique du Sud, cette tension impulsée par Hervé Renard, elle peut être aussi positive dans le sens où la CAN, elle a débuté le 19 juin, mais elle a débuté le 21 juin, elle doit se terminer le 19 juillet. Ouais. On doit être impliqué de bout en bout. Si on veut trouver un défaut au Maroc sur cette CAN, c'est la finition. Ouais. C'est-à-dire que vous marquez un but contre la Namibie, c'est un défenseur contre son camp à 89e, vous battez la Côte d'Ivoire 1-0, vous gagnez encore aujourd'hui 1-0 dans les dernières minutes. C'est-à-dire que compte tenu du niveau que vous avez, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on fait un peu la fine bouche parce qu'on attend plus. Peut-être qu'Hervé Renard, quand il a un numéro 9, 3 numéros 10, un garçon comme Boussoufa sur le terrain, il aimerait avoir plus de jeu, avoir le ballon plus vers l'avant, avoir au moins plus d'occasions. Ouais. Parce que finalement, ça finit pas très bien, mais il n'y a pas finalement 150 occasions pour le Maroc à chaque fois. Peut-être que la clé... Ils ont tiré 3 cadrés. Voilà. Quant à la qualité offensive du Maroc, quand tu es capable d'aligner, et Bouffal est sur le banc en plus. Ouais. Hein. Donc ça veut dire que tu as quand même des joueurs suffisamment adroits techniquement pour se procurer des occasions. Au final, tu marques très peu. Et c'est dans les victoires qu'on fait les plus grandes erreurs, c'est-à-dire qu'on peut être immobile justement, et donc on ne va pas sentir le danger guetté. Et on voit bien que la phase de poule et la phase éliminatoire, c'est des choses bien différentes. On va faire un parallèle avec la Copa América. L'Uruguay sort première de sa poule avec 7 points, on se dit qu'elle va faire des choses très intéressantes sur la phase éliminatoire. Ouais. Le premier match, ils sont dehors. Ouais. Donc ça démontre bien qu'il faut impulser cette tension. Par la VAR quand même. Aussi. Même 3. On en reviendra d'ailleurs sur la VAR parce que la VAR, elle n'est pas encore arrivée parce qu'elle arrive en quart de finale, mais elle fait déjà pas mal parler. Exactement. Et c'est très loin les quarts de finale. Exactement, c'est vrai. Alors quand même, il y a un grand perdant dans ce match, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui était à 2 minutes, 3 minutes d'arracher un match nul qu'elle est sans doute la qualifier. Au vu de ce qu'ils ont montré, ils perdent rien du tout parce que dans le contenu, c'est pas suffisant, que ce soit contre la Côte d'Ivoire ou contre la Namibie, c'est pas suffisant. Donc s'ils voulaient jouer réellement leur va-tout, il fallait le jouer sur le terrain et chercher à avoir des intentions de jeu, de marquer un but. Et ils n'ont pas réussi à le faire, ils n'ont pas cherché à le faire, je pense, contre le Maroc. Le vrai problème de cette Afrique du Sud, c'est qu'elle n'a pas les armes en fait. C'est-à-dire que sur l'ensemble des 3 matchs, le joueur le plus dangereux, je veux dire, c'est Motiba qui joue en France.
Mais globalement, c'est une équipe qui ferme très bien le jeu, alors qui ne prend pas beaucoup de buts, hein, mais qui ne se crée pas suffisamment d'occasions pour en marquer. C'est une équipe d'artilleurs, en fait. Je les ai vus sur l'ensemble de la phase de poule. Je les ai vus beaucoup tenter à 20-30 mètres. C'était pas beaucoup cadré, je les ai vus beaucoup tenter. Et au final, très peu arriver balle au pied dans la surface de réparation. Je crois tout simplement, il n'avait pas l'équipe. Et il y a un truc qu'il faut dire aussi sur le sélectionneur, c'est qu'à un moment donné, tu dois être capable de faire des coachings, de faire les remplacements qui vont te permettre un petit peu de bousculer tes habitudes, de surprendre l'adversaire. Ouais. Lui, c'est monsieur poste pour poste. C'est que ce soit en cours de match ou que ce soit d'un match sur l'autre, tout a été du poste pour poste avec le sélectionneur. À un moment donné, si tu n'es pas capable, sur une compétition, sur une phase finale de compétition, de te bousculer, de surprendre l'adversaire, quitte à bousculer tes habitudes, à demander à tes joueurs du dépassement de fonction, tu ne peux pas passer. Alors justement, ce résultat-là, une question de Samasso Masepa qui nous dit « Est-ce que la RDC va se qualifier du coup ?» Là, en tout cas, c'est bien parti. C'est fait quasiment pour moi. Ils passeront au goal average. Oui, ils passeront au goal average. Parce que là, il y a la Guinée qui a 4 points. Ouais. C'est ça, il y a Guinée, la RDC, la deuxième meilleure troisième. Donc c'est fait. Le Kenya, c'est trop faible en termes de... Puis le Kenya, au goal average, ils sont en déficit. C'est officiellement fait pour la RDC dans la mesure où il reste 2 poules. Ouais. Donc ça va délivrer 2 places de meilleure troisième. Donc la RDC sera dans les 4. Dire merci au Sénégal et au Maroc. Tu peux le dire ou pas? Aussi. Il veut pas le dire. Hein. Non, et le fait d'avoir marqué 4 buts, ça... Merci aux gardiens zimbabwéens, en fait. Aussi, ouais. Ah, mais ça, je disais. Qui a des origines congolaises. En plus, non, je rigole, attention. Je rigole. Alors, juste avant de finir, quand même, un petit mot sur le Maroc qui a fait donc un sans faute, surtout copie parfaite avec aucun but encaissé. On a vu sur les dernières CAN, à part quand l'Égypte dominait vraiment l'Afrique, une bonne défense, c'est la base pour aller chercher le titre. Est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu tous les ingrédients d'une équipe qui va aller au bout? Totalement. Ouais. Il leur manque un vrai neuf quand même. Il leur manque un tueur. Il leur manque un tueur devant. Il leur manque un mec dans la surface. Tout à l'heure, quand je parlais du joueur qui est capable de marquer sans un but à chaque match, il gagne au final. Oui, mais tu marques qu'un seul but contre la Namibie, tu marques qu'un seul but contre l'Afrique du Sud. Est-ce qu'à un moment donné, si tu vas jouer une équipe un peu plus solide, arriver en 8e, en quart, en fait, c'est ça qu'il te faut. Il te faut le mec devant qui va marquer un but sans se créer d'occasion. Ouais. Et t'en as dans d'autres équipes comme ça, pas uniquement en Afrique. Oui, pour gagner la CAN, il faut une grosse défense. Mais pour gagner toutes les grosses compétitions, ce que je te disais tout à l'heure, il faut être bon dans les deux surfaces. Tu sais que derrière, ils sont solides. Tu sais qu'il y a des individualités, qu'il y a un collectif, que tu as un milieu de terrain qui va bétonner. Ce que n'a pas la Côte d'Ivoire, par exemple. Ouais. Mais devant, est-ce que tu as le mec? Est-ce que tu joues le Nigeria? Est-ce que tu as le mec qui va aller marquer contre le Nigeria? Est-ce que tu as le mec qui va aller marquer contre l'Égypte? Contre des équipes super solides comme ça, capables de marquer un but, quand tu n'as même pas une occasion, sur un coup de pied arrêté, sur quelque chose. Moi, je ne suis pas sûr qu'il l'ait. Donc ça va faire quoi? Dernier carré au moins quand même? Dernier carré, ça paraît évident, oui. Ça me paraît très plausible. Moi aussi, je pense. Léon, peut-être plus optimiste pour eux ou pas? Plus optimiste. Moi, vraiment, quand je vois toutes les équipes qui ont joué, je vois l'Égypte et le Maroc. L'Algérie, non. Je ne vois pas l'Algérie forcément parce que, notamment le match du Sénégal, pour moi, ce n'est pas un match forcément abouti. Ouais. Même s'il le gagne, tu as un Sénégal très docile. Et je suis pas sûr que... Et moi, le Maroc, au vu des différentes éliminatoires, et c'est une continuité. Ils ont le coach ils ont la défense, ils ont des leaders. Ouais. Quand on voit Benassia, pour moi, c'est pas le meilleur défenseur. Hein. Benassia, pour moi, c'est pas intrinsèquement, c'est pas le meilleur défenseur qu'on peut voir en Afrique. Mais on voit qu'il tient son équipe, c'est le leader. Et il y a également Boussoufa, il y a vraiment des leaders sur chaque ligne. Par exemple, quand on le voit, je vais comparer avec le Sénégal, il n'y a pas de leader dans l'équipe. On voit sur le terrain. Ça tombe bien, on va parler du Sénégal dans quelques instants. La Côte d'Ivoire, il y a plein d'équipes qui n'ont pas ces leaders-là. Et je trouve que c'est non négligeable pour une compétition comme la CAN. On fait une courte page du pub et on revient dans quelques instants. Justement, Ayoun l'a très bien dit, on va parler des Lions du Sénégal. Vous allez voir, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Allez, à tout de suite. Vous savez que là-dehors, en fait, ils sont des milliers à compter sur nous. On sait que c'est difficile. L'adversaire est coriace. Il faut rien lâcher. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Et on cherche les combinaisons. Soyez collectifs. Comme toujours. On est une bonne équipe. On est une belle équipe. Et moi, j'ai confiance en vous. C'est comme ça qu'on pourra battre le coup dystrophie. Et aider les enfants malades. Allez, c'est parti. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal des sports.
Stade Afrique, toute l'actu, tous les sports, tout l'Afrique. Salut à tous, vous connaissez After Stade. Pendant la CAN, rendez-vous dans After CAN, votre émission 100% foot, tous les soirs après le dernier match du jour, avec en plateau mes invités et mes chroniqueurs pour débattre sur des sujets enflammés. Au programme, beaucoup de bonne humeur et aussi de l'analyse et du décryptage. Mais aussi votre participation à vous, les téléspectateurs, sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on y répondra en plateau. On compte sur vous dans After CAN sur Stade Afrique et nulle part ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Est-ce qu'eux, ils y vont sans complexe en disant « mais moi aussi j'ai le droit ». Maintenant après, comme je disais tout à l'heure, c'est un tour de table des fois qu'on peut avoir. On veut responsabiliser les fédérations. En fait, déjà dès que tu commences en pro, on te dit tu as ce devoir d'exemplarité. Qu'il se passe en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, le monde entier pourra le voir. Des débats enflammés, des polémiques et des spécialistes. Votre talk show du mercredi, c'est Sport Palabre à 19h20, présenté par Laurent Leleu. Retrouvez-moi tous les mardis à 19h40 dans Brakissa Rencontre pour découvrir une nouvelle personnalité du monde sportif. After CAN, deuxième partie, toujours accompagné d'Aliou Ndiaye, Eton Mokolo et Naïm Mognol. L'occasion de vous rappeler qu'on est aussi en live sur Facebook où vous posez vos questions et aussi sur le site www.stadafrique.com. D'ailleurs, on va juste revenir rapidement sur le match de la Côte d'Ivoire avec cette question de Maria Cajus-Angwa qui nous dit « Qu'avez-vous pensé de la prestation de Wilfried Zaha? Mérite-t-il d'être titulaire ?» Rapidement, sur Zaha. Il a marqué des points pour moi et ça rejoint ce qui se passe depuis qu'il est arrivé dans l'équipe en 2017, à savoir que quand bien même il a son statut en première ligue, on arrive en Côte d'Ivoire à l'image de Pépé, mais c'est nettement plus prononcé pour lui, à savoir qu'il y a un contexte à assimiler et on voit que ça, pour l'instant, il n'est pas pour être un titulaire indiscutable dans cette équipe. Non, sa prestation, elle est somme toute moyenne. Je pourrais dire la même chose que pour Pépé, c'est qu'à un moment donné, donnez-lui des ballons, mettez-le dans de meilleures dispositions, peut-être qu'il sera meilleur. Parce qu'aujourd'hui, sur ce match et sur ce match et sur les phases de poule, quand il est rentré machin, c'est l'animation. C'est déjà l'animation, mais également l'intégration de certains joueurs, notamment des binationaux. Je trouve qu'il y a beaucoup de mal en Côte d'Ivoire. On peut voir Maxwell Cornet, Pépé, Wilfried Zaha, Bamin, qui ont du mal à s'imposer dans cette sélection. Voilà, un anglophone en plus de ça. Donc ça rajoute encore une contrainte. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un clivage dans cette équipe. Ils ont un petit peu du mal à prendre la pleine position de leur talent, parce qu'ils ont du talent, que ce soit Pépé ou Wilfried Zaha, ils ont du talent. Puis après, ça se passe comment avec le sélectionneur? Tu sais, après, les binationaux, on a souvent parlé, mais c'est aussi une histoire de sélectionneur. Comment tu es intégré dans l'équipe? Dans quelles conditions? Quel rapport tu as? Comment est-ce qu'on te parle? Dans quelles conditions est-ce qu'on te met? Pas uniquement au niveau du jeu. Moi, Zaha, je l'ai vu jouer toute la saison en première ligue. Il a un style bien à lui, mais il est efficace. On ne peut pas lui reprocher de ne pas marquer des buts. C'est un mec qui est bon. Moi, je suis sûr que dans cette équipe, dans une équipe qui amène le ballon devant, qui lui fait des passes, que ce soit pour lui ou pour Pépé, avec un sélectionneur qui lui fait confiance, qui le cocotte, qui le chouchoute un petit peu, parce que c'est aussi de la calinothérapie, ces mecs-là. Moi, je pense qu'il serait bien meilleur sur un match comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il peut prouver sur un match comme ça? Maria, vous avez votre réponse. Zaha, voilà, c'était moyen. On passe à la troisième affiche, Sénégal-Kenya. Le Sénégal devait s'imposer, ou en tout cas ne pas perdre pour passer. Le Sénégal s'était imposé. Le résultat est peut-être un peu flatteur, victoire 3-0. Mais Alioune, comment est-ce qu'on peut juger cette prestation des Lions dans sa globalité? Moi, je la juge de la même manière que j'ai jugé la prestation de la Côte d'Ivoire.
il y a moins de, on va dire qu'il y a moins de défauts dans l'équipe du Sénégal que celle de la Côte d'Ivoire, mais dans le contenu, mais c'est tellement faible, c'est une faiblesse abyssale, on peut pas se contenter de ça, que ce soit par rapport aux choix tactiques qui ont été faits par l'UCC, mais également le contenu, que ce soit les joueurs, que ce soit on va voir la composition, je te laisse continuer. Des personnes comme Sadio Mané qui ne jouent pas le rôle qu'il devrait avoir. Je ne demande pas à Sadio Mané d'être le même joueur qu'à Liverpool, mais de peser plus sur le jeu. Une personne comme Ben Yang, je suis désolé, il a un CDI à la place du numéro 9, mais il est toujours... On va aussi parler des attaquants. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs. C'est vrai qu'on a vu cette composition avec justement encore des ajustements. Henri Saivet qui entre en jeu, Saliou Ciss qui récupère le côté gauche parce qu'il y a eu des forfaits, Gassama préféré à Wagué. Ça t'attend encore quand même au Sénégal? Ça tâtonne, je pense surtout que c'est la réaction d'un sélectionneur qui s'est retrouvé dos au mur après le match de l'Algérie, qui a essuyé une salve de critiques dont à mon avis il n'avait pas anticipé l'ampleur. Sur un match comme ça, le Sénégal, on attend deux personnes, l'entraîneur et la star. Il a fait des choix, moi je ne les ai pas trouvés super payants, mais à la rigueur il a gagné le match, il pourra se cacher derrière ça. Pour Sadio Mané, il a mis un doublé, il rate un péno, il fait un match en demi-teinte, un peu comme à l'échelle de son équipe. Ce qui transpire dans cette équipe du Sénégal, c'est qu'elle joue avec le trouillomètre à zéro. C'est que je pense que depuis tellement longtemps, on les annonce comme favoris, on les annonce comme forts. Vous avez un effectif, et je le répète, moi je l'ai dit dans cette émission, je le répète, ils ont un effectif, il y a même des équipes européennes qui ne l'ont pas. Ouais. Mais à un moment donné, il faut que tu aies des leaders, il faut que ces mecs-là prennent leurs responsabilités. J'ai l'impression que personne ne le fait, que tu as deux matchs dans le match, tu as la première heure de jeu où ils jouent sur le rythme du Kenya, où ils se font manger, où ils ratent des trucs incroyables, c'est insolent à quel point c'est pas bon. Et puis dès que ça marque, dès que ça tourne en ta faveur, sur la dernière demi-heure, t'es meilleur, tu te crées des occasions, t'es plus juste, et là t'enfiles les buts. Et là t'es un peu plus conforme au niveau de ton équipe, au niveau de tes individualités. Mais ça peut pas être je vous coupe 2 secondes Mansour, le Sénégal avec l'équipe qu'il a ne peut pas être une équipe par action. Et surtout pas face à une équipe comme le Kenya. Justement, le sélectionneur du Kenya, Sébastien Migné, avait dit du Sénégal, on sait que c'est une équipe qui est faible mentalement. C'est vrai. Il n'a pas tort quand il dit que le Sénégal est faible mentalement, surtout ce Sénégal-là. On a pu voir les différentes... le match de l'Algérie, il est criant que ça manque de mental, ça manque de leader. Sur le terrain, on voit personne qui discute. Et chacun, ils ont tous, quand on voit le faciès de certains joueurs, ils ont la tête baissée et ils se regardent même pas, ils se disent même pas qu'ils ont une force, qui peuvent imposer également le défi physique que l'Algérie répondre au défi physique que l'Algérie leur a donné. On voit des costauds comme Koulibaly. Koulibaly, on le voit à Naples, on le voit qu'il est solide sur lui-même. Je le vois sur un contact avec Attal. Attal lui fait une faute, on est d'accord. Je le vois par terre, mais normalement c'est Attal qui doit être par terre. Attal il doit rester par terre et il doit appeler la civière. C'est pas Koulibaly qui doit le faire. Moi, le Sénégal, le souci du Sénégal c'est le leader. Il n'y a pas de leader. Que ce soit Kouyaté, il a le brassard de capitaine, mais s'il n'était pas capitaine, il ne serait pas sur le terrain. Peut-être il ne serait même pas dans les 23. La Coupe du Monde n'était pas sur le terrain. Voilà. Donc au final, il y a tellement de soucis de leadership au Sénégal, puisque le talent, ils l'ont. Il y a des joueurs sur chaque poste, il y a Idrissa Gana Gueye, il y a Sadio Mané, il y a Koulibaly, il y a un gardien. Après, en termes de neuf, pour moi, il n'y en a pas. Ouais. On peut dire ce qu'on veut, on peut me dire Ben Yang, il a mis 11 buts. Parlons de l'attaque, parce qu'on a vu sur ce match encore énormément d'occasions ratées, comme face à la Tanzanie. Alors, est-ce que c'est le gardien kenyan, d'ailleurs, comment est-ce qu'il s'appelle? J'avais noté son nom, Matassi, qui a été très bon. Ou alors est-ce que ce sont les attaquants qui l'ont mis en confiance en ratant les deux. Soumatassi fait un match monstrueux, au-delà du penalty qui est plus raté qu'arrêté. Il a quand même sorti des face-à-face en première mi-temps, il fait une première heure de jeu très correcte, un match très correct. Bon, il se rate un peu sur le but d'Ismaïla Assar. Voilà. C'est lui qui met le Sénégal sur les rails. Mais la première heure de jeu, les ratés offensifs, c'est ce qu'on voit contre la Tanzanie en fait. Et c'était pas la même équipe, c'était pas le même gardien. Ça transpire trop dans cette équipe, les ratés offensifs. Et pourtant, vous avez des bons joueurs. Moi, je suis pas totalement d'accord pour dire que ouais, mais Mbaye il a marqué 11 buts. Ouais, mais il fait une grosse saison en 2019. C'est un attaquant qui a des qualités. Pourquoi les mettre en club et pas en sélection? C'est peut-être aussi de la confiance, c'est peut-être psychologique, peut-être qu'il attend un déclic, peut-être aussi que le système proposé par l'UCC ne lui convient pas. Peut-être qu'il faudrait un neuf, un vrai neuf, un mec de surface et lui qui tourne autour. Alors, où il pourrait. C'est une question parce que le Sénégal joue avec une pointe. Est-ce que Mbaye Niang c'est un neuf? Non, c'est ça là. C'est pas un neuf. C'est pas un neuf, non. Pourtant, le Sénégal a des neufs dans son groupe de 23 et pourtant il joue sans un vrai neuf. D'ailleurs, on en parlait, c'était notamment le cas sur le Mondial 2018, où il n'évoluait pas dans ce rôle quasi exclusif de neuf. Et on sait très bien que c'est un attaquant qui a des déplacements d'un avant-centre qui tourne autour du point de fixation. Je parlais de ça pour Ed Nesri, ça vaut tout aussi pour Mbaye Niang. Et donc on voit bien que quand il est dans un rôle plus exclusif, c'est-à-dire il a moins d'espace, ce qui limite ses qualités, et donc il aura moins d'occasions, on voit bien que
porté aussi par un état d'esprit qui doit être impacté par cette forme de pression-là, on voit qu'il déjoue. Mais même quand on voit la connexion, la relation qu'il peut avoir avec les autres personnes du secteur offensif, c'est le néant. Que ce soit avec Sadio Mané, c'est le néant. On a vu. Tu sais, c'est un travail du sélectionneur. Je suis d'accord avec toi. Mais la différence, par exemple, quand tu vois Konaté qui rentre, et à chaque fois quand il rentre, Konaté, pour moi, c'est pas une bête de foire, le Konaté également. Mais la relation qu'il a avec Sadio Mané, elle est plus cohérente, sachant qu'ils ont un historique ensemble et qu'ils jouent réellement ensemble. Ils s'échangent des ballons avec Sadio Mané. Il y a deux choses. Il y a l'intelligence du joueur. Konaté, je peux t'en parler. Je joue à Amiens, je le connais bien. Je pense qu'il est plus intelligent qu'Mba Niang. Pas de l'intelligence. Je pense je parle QI football. Voilà, je pense que Konaté est plus intelligent qu'Mba Niang. Premièrement. Deuxièmement, c'est une histoire d'automatisme. Mais les automatismes, ça se travaille. Ça, c'est le sélectionneur. Fais travailler tes joueurs ensemble. Fais à l'entraînement des formules, des ateliers, des exercices, faire les répéter 10 fois, 50 fois, 100 fois, fais-les bosser ensemble. Quand on voit cette équipe Sénégal, on se dit, mais est-ce que ces gens-là, ils travaillent à l'entraînement? Mais le conseil est dur à savoir. Quand on voit tous les jours et la qualité. Moi, je ne suis pas à l'entraînement, je ne sais pas ce qui se passe dans les rassemblements. Notamment les coups de pied arrêtés. Le dernier match contre l'Algérie, même les commentateurs commencent à se dire, attendez, à un moment donné, les coups de pied arrêtés, est-ce qu'il les travaille? C'est criant quand même, il y a des sérieuses questions qui se posent. Par exemple, il y a un sérieux contraste quand tu vois la qualité des coups de pied arrêtés de l'Ouganda, avec tout le respect qu'on peut avoir pour l'Ouganda, et que tu transposes ça au Sénégal, qui, elle, n'arrive pas à faire mouche sur ça. Donc ça démontre bien que si tu fais un constat entre ce qui s'est passé sur le Mondial 2018, et notamment le dernier match face à la Colombie, et aujourd'hui, on est sur un sérieux recul. Alors on va parler forcément de la star du Sénégal, c'est Sadio Mané. Un Sadio Mané un petit peu aux deux visages, notamment avec cette question de Froome Christensen qui nous dit qu'est-ce qui a manqué au Sénégal lors de la première partie pour débloquer le jeu et surtout à propos du penalty, je ne comprends pas l'attitude de Sadio Mané. Qu'est-ce qu'il a voulu démontrer avec ce penalty en le tirant de la sorte, le premier penalty. Nonchalant. Après c'est certainement du bluff. Je peux pas. Voilà. Si c'est du bluff, c'est essayer de. C'est le combat psychologique avec le gardien. Bon, il le perd, mais c'est aussi un penalty raté, une attitude qui vient après 25 minutes de non-match, après des duels perdus, après des mauvais choix de passe, après des mauvaises courses, après en gros, je suis là mais je ne sais pas ce que je dois faire. Ouais. Moi, je le pardonne moins que les autres, Sadio Mané, parce que c'est une star, c'est une big star. Sadio Mané, on ne parle pas d'un des meilleurs joueurs d'Afrique, on parle d'un des meilleurs joueurs du monde. Il est champion d'Europe avec Liverpool, on en parle pour le Ballon d'Or. Et moi, je mets. Il peut avec ce genre de prestations. Ah, mais il peut pas, ça c'est clair et net. Il sera jamais Ballon d'Or en jouant comme ça, même en mettant un doublé contre le Kenya, c'est sûr. Mais je pense que c'est pas un leader. Il n'a pas les coronesses pour tirer une équipe vers le haut, je vous le dis comme ça, clairement. Alors, mais qui peut être le leader au Sénégal? Alors, pour rappeler la feuille de stade de Sadio Mané, je l'ai sous les yeux, je suis un peu miro maintenant. 67 ballons, 82% de passes réussies, 3 tirs, 3 cadrés, malgré le penalty repoussé. 17 duels, 7 gagnés et 2 buts. Le penalty, on ne peut pas s'arrêter au penalty. Le penalty, bon, ça, tu marques ou tu rates. Il y a deux solutions. C'est soit tu marques, soit tu rates. Il a raté. Bon, ce qu'il a émis, même la nonchalance, on n'en parlerait même pas. Il l'a raté. Donc il continue son match. Donc il va retirer le deuxième penalty. Il le met, c'est le deuxième penalty. Il montre quand même une force de caractère que j'imaginais pas en lui. Ouais. Que je pensais pas qu'il allait les retirer. Il peut faire autre chose. Il peut faire autre chose. On a déjà vu des joueurs le faire. Je suis pas sûr. C'est là où je vais dans le sens de Naïm. Moi, je suis pas sûr. Si Mané se défile pour ce penalty-là, il va y avoir des critiques. Si Mané rate le deuxième penalty, on dit quoi? On dit mais c'est la même chose. On dit qu'il n'est pas fait pour les tirer et puis on le sabre. Mais à la rigueur, on peut quand même aussi relever qu'il a quand même le mental pour aller retirer, il faut se représenter une deuxième fois. Mais d'abord, c'est lui. Est-ce que déjà débloqué? Mais c'est lui qui est supposé aller tirer les coups de pied arrêtés. Donc ça veut dire que s'il le tire pas, c'est que c'est le sélectionneur qui lui a dit de pas le faire. Est-ce que tu vois sincèrement un mec comme Mané dans une CAN, un match couperé pour se qualifier, deuxième penalty après sa parodie de péno raté sur le premier, est-ce que tu le vois donner le ballon à quelqu'un d'autre? Mais là, il se flingue. Il se flingue vis-à-vis du public, il se flingue vis-à-vis de ses coéquipiers. Il peut pas faire autre chose. Entre nous. Est-ce que vous avez pensé que Sadio Mané allait retirer le deuxième penalty vu sa personnalité? Mansour, vu sa personnalité. Tu pensais qu'il allait retirer? Oui. Moi, je pense qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Je suis d'accord avec vous. Il n'a pas le choix. Mais moi, je ne pensais pas qu'il allait le tirer vu sa personnalité, qui est un petit peu introverti. Et même toi, on peut le dire. Moi, je pensais même qu'il allait tirer penalty, qu'il allait être en sanglots. Il a quand même. Il s'est relevé, parce qu'on a pu le voir, Sadio Mané, que ce soit contre la Gambie, quand il avait un visage où tu avais l'impression qu'il portait tout le poids du Sénégal et qu'il a craqué. Tu vois, il a montré une faiblesse mentale, et je ne pensais pas, au vu des faiblesses mentales qu'il a pu montrer, parce que, mine de rien, je pense que quand il tire le penalty, il pense au dernier penalty un des penaltys qu'il a tiré avec le Sénégal, avec le Cameroun. Oui, contre le Cameroun, quand il tire avec le penalty avec le Cameroun, je ne me rappelle plus comment il était le penalty.
Repoussé par Ondoa. Ondoa, voilà, repoussé par Ondoa, mais il tire pas, je crois pas qu'il tire de la même manière. Mais il y pense à tout ça. Donc imagine s'il le rate, bon, on est d'accord, hein, il doit aller le tirer, mais s'il le rate, il est foutu, quoi qu'il se passe. Donc là, il fait quand même le travail, parce qu'il aurait pu... Moi, je veux dire, un joueur dans sa situation, dans sa position, il vaut mieux le rater, le retirer et le re-rater à nouveau, plutôt que de refuser de le tirer. Parce que quand tu refuses de le tirer, c'est même pas ouais, peut-être, mais c'est même pas qu'une défaillance technique. Là, c'est tu flingues ton leadership vis-à-vis du public, vis-à-vis de tes coéquipiers, vis-à-vis du coach. Quel message t'envoies aussi à l'adversaire? Là, tu t'envoies quand même... Ah oui, mais tu as raison à Sébastien Minier. Nouvelle question d'Olivier Capo-Govin qui nous dit: le Sénégal peut-il espérer aller loin dans cette CAN avec le jeu qu'il produit? Non, pas avec ce jeu-là. Avec son effectif, oui. Avec la qualité de son groupe et de ses individualités, oui. Avec ce qu'il est normalement censé montrer, oui. Avec ce qu'il a montré sur cette phase de poule, sur 3 matchs, non. C'est quoi qu'on appelle loin? C'est quoi qu'on appelle loin? L'écart? Dernier carré quand on voit l'effectif. Moi je vous dis, attendez, tout le monde les met toujours favoris partout, avec l'Égypte, ultra favoris. C'est normal. C'est pas mon avis. C'est pas mon avis. Dans notre place, c'est pas dès mon lors avis. que tu vas pas gagner Cannes, tu ne peux pas être favori pour moi. Mais alors à ce moment-là, tu n'es jamais favori. Bah, Si quand tu arrives avec Koulibaly, Gana Gueye, Mané, Ismaïla Sarr, Mbanyang, Crépin Diatta, si tu n'es pas favori d'une Cannes, même à 24, mais sur le papier, mais le jeu montre bien qu'ils sont loin. Ah, mais sur le papier, mais avant d'être favori sur le terrain, Mansour, et ça c'est pas uniquement pour la Cannes, avant d'être favori sur le terrain, chaque équipe est favorite sur le papier. C'est ça le favori de base, il est favori sur le papier. Après, il le devient ou il ne le devient pas, il le traduit ou il ne le traduit pas sur le terrain. Le Sénégal ne le traduit pas sur le terrain, je veux bien avec toi. Mais si ce Sénégal-là, 2019, il n'est pas favori de la CAN, mais il faut arrêter le football, il faut se mettre au water-polo. Mais moi, l'image que j'ai, moi, tout simplement, je me pose la question comme vous, depuis quand le Sénégal a produit du jeu? Depuis qu'Aliou Cissé est présent, est-ce que le Sénégal a produit du jeu? Non, mais surtout, est-ce qu'on parle de favori pour une équipe qui ne passe plus l'écart? Constamment ne passe pas l'écart. Mais même constamment, c'est là où on se trompe, nous les Sénégalais, quand on dit que constamment on passe pas l'écart. C'est quand les dernières fois, dans les dernières CAN, qu'on a passé l'écart, qu'on arrivait au quart. C'est seulement la CAN 2017 dans laquelle on arrive en quart. Sinon, il fallait revenir à l'époque. 2006, 2008, on passe l'écart. Mais sinon, faut s'arrêter. Le Sénégal, sur les dernières années... 2012, lorsque la Zambie gagne. Voilà. Je veux bien. Mais... Ça ne retire rien, mais déjà, tu n'as pas les mêmes générations non plus. Entre 2006, 2008 et 2019, tu n'as pas les mêmes équipes. D'accord. Mais à un moment donné, il faut arrêter avec la fausse modestie. Moi, je veux bien qu'on gonfle pas les mecs, qu'on leur donne pas le boulard. Non. Les mecs, faut pas qu'ils aient le boulard. Tu dis que je suis modeste, ça non. Qu'on me le dit. Faut pas avoir le boulard. Il faut pas dire ouais les mecs ils arrivent, ils sont favoris, ils sont forts, ils sont machin, tout ça. Maintenant, tu ne peux pas dire autre chose quand tu arrives avec l'équipe que tu as. Ouais. C'est une des rares équipes qui a gardé son sélectionneur depuis plusieurs années. C'est l'équipe qui a fait le mondial à Kadi Menday et même Biram Diouf près. C'est l'équipe qui fait le match d'ouverture du mondial face à la Pologne. Tu as le même sélectionneur, le même groupe, des joueurs de talent qui gagnent des titres en Europe, dans des grands clubs. Si tu n'es pas favori là, le Sénégal, il est une meilleure équipe que l'Algérie sur le papier. Il est une meilleure équipe que le Maroc. Quand le Sénégal a affronté l'Algérie, c'était quoi le résultat? On est bien d'accord, mais après c'est pour ça que je te dis, entre ce que tu es sur le papier et ce que tu traduis sur le terrain, c'est deux choses différentes. Mais si vous me dites de base, sur le papier, pourquoi vous dites que le Sénégal est favori, mais s'il n'est pas favori là, il ne l'est jamais alors. Bien sûr. Alors, l'adversaire du Sénégal, dans son bonheur, peut-être le bonheur contenu, on ne sait pas à voir, ce sera l'Ouganda. L'Ouganda qui a fini deuxième du groupe A de l'Égypte. Sur le papier, Naïm, c'est jouable. C'est une équipe très cohérente, l'Ouganda, et j'en parle en connaissance de cause. Ah oui, c'est vrai à savoir qu'ils montrent des bonnes choses de manière collective, même face à l'Égypte. Il y a 2-0, mais quand on parle de score trompeur, on est typiquement dans ce cas-là face à l'Égypte, à savoir que l'Ouganda aurait pu peut-être espérer un but. Et donc ça démontre bien que face à une équipe cohérente, si tu as cette fébrilité, si tu as ce manque de jeu, ça peut se payer cash sur un match où l'émotivité sera décuplée parce qu'on est sur une phase à élimination directe où c'est soit tu continues en Égypte, soit tu rentres à Dakar. Il n'y a pas d'autre option. Physiquement, c'est quasiment ce qui se fait de mieux sur cette CAN, l'Ouganda. C'est en termes de puissance athlétique, en termes de volume de jeu, c'est quasiment ce qui se fait de mieux sur cette CAN. Et je pense qu'à l'inverse du Sénégal, c'est une équipe qui ne se procure pas 150 occasions dans le match, mais qui a finalement un rendement très efficace. Et sur les coups de pied arrêtés, justement, le match contre les RDC, moi je vais revenir là-dessus, la moindre défaillance défensive,
ils apprennent, ils exploitent, ils cassent les lignes, ils prennent l'intervalle. Sur les coups de pied arrêtés, ils arrivent très bien à se démarquer. Ça va être une vraie opposition de style. Évidemment, le Sénégal est favori. Mais je pense que par rapport à ce que tu as pu voir sur notamment le match de ce soir contre le Kenya, où tu te fais rentrer dedans, où tu arrives à gagner, l'Ouganda, c'est pas vraiment le même jeu. Si tu laisses trop d'espace, si tu n'es pas suffisamment tueur face à une équipe comme ça, là, tu vas te faire sortir. C'est ça, parce que moi, je regarde les matchs de l'Ouganda, je vois Okwi Kadou, j'ai une serviette à côté de moi, je transpire tous les 10 minutes. Parce qu'ils sont dans une telle mobilité qui t'impose une débauche d'énergie, il va falloir les suivre. Et en ce sens, au Sénégal, d'élever son niveau, enfin s'il rencontre l'Ouganda, il va falloir élever son niveau face à ce type d'adversaire. Alors on va finir par la dernière affiche de la soirée, c'était Algérie et Tanzanie. L'Algérie qui finit bon élève de ce groupe CE, 9 points aussi, 3 matchs, 3 victoires. Belmadi, il a réussi à faire quelque chose quand même dans cette équipe. Il a transformé l'Algérie en l'espace d'un an, tout simplement. C'est que l'Algérie qui mettait pas un pied devant l'autre, qui s'engueulait pour un oui, pour un non, et qui perdait des matchs faciles, et qui produisait pas de jeu, qui défendait très mal, même face à des adversaires faibles. Il a changé tout ça. L'Algérie a fait une phase de groupe propre. C'est peut-être l'équipe qui m'a le plus impressionné sur cette phase de groupe, tant dans le jeu, et là je parle de jeu, vraiment l'expression collective, c'est-à-dire ça marque des buts, ça se crée des occasions, mais c'est aussi très solide derrière. Et Dieu sait que c'était le problème de l'Algérie, qui défensivement, ils étaient à la rue, même face à des petites équipes. Ils n'ont pas pris de but, ils ont été cohérents. Et en termes d'état d'esprit, ça a été absolument formidable. C'est-à-dire que vous regardez le match face à la Tanzanie, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs, ils mènent 3-0. Dans le dernier quart d'heure, ils sont encore dans la moitié de terrain adverse, à courir partout, à faire courir le bloc, à se créer des occasions, à tenter. C'est vraiment, j'ai pas vu l'Algérie jouer comme ça depuis plusieurs années. Et là, c'est un peu comme le Sénégal. On va remonter à des générations bien antérieures pour voir l'Algérie faire une CAN aussi proprement sur le terrain qu'en dehors. Ça ne veut pas dire que j'en fais un favori. J'en faisais pas spécialement un favori avant la compétition. Voilà. Mais un outsider très crédible. Très crédible. On va la composition d'équipe. Il y avait eu énormément de changements, 9 au total. On a d'ailleurs vu la première titularisation d'Andy Delors. Mais malgré ça, Elton et Alioune, on a senti des remplaçants impliqués, qui étaient investis, et notamment par exemple Slimani, ils ont fait leur match. À l'image d'Ounas. Ounas qui a fait son match, qui a fait une passe décisive et un but, même un doublé je crois. Doublé, une passe décisive, il a fait son boulot. Après moi je suis quand même surpris de ne pas voir Brahimi toujours. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe, blessé ou pas. On parle d'une petite entorse à la cheville contractée avant le match du Sénégal. Moi, je suis pas sûr. Mais je suis pas sûr que Belmadi soit un grand fan de Brahimi dans l'absolu. Et je pense que la situation de Brahimi en club l'empêche peut-être de se concentrer à 100% sur la sélection. On sait qu'il est en fin de contrat avec Porto, qu'on l'annonce à droite à gauche. Il faut voir aussi comment il vit ça lui au quotidien au sein du groupe. Mais je pense que Belmadi, vous voyez sa phase de groupe, il a l'immunité. Hein. Je veux dire, il peut même mettre Brahimi dans la tribune, personne ne lui dira rien. Parce que vous faites une phase de poule comme ça, il a concerné tout le monde. Quand on parle des remplaçants qui se mettent au niveau, qui se mettent au diapason, il a concerné tout le monde. Parce que Slimani, il faut lui expliquer qu'il va sortir de l'équipe. D'accord ? Mais Diabète, il faut lui expliquer qu'il va sortir de l'équipe. Et des mecs comme Ounas qui jouent à Naples à 19, 20 ans, machin, il faut leur expliquer qu'ils ne vont pas être titulaires. Donc lui, il arrive à faire tout ça et c'est vraiment la grande force de Belmadi. Au-delà du jeu qu'il peut mettre en place et de la sérénité qu'il a retrouvé derrière, c'est surtout la manière dont il manage l'Algérie. Dieu sait que c'est un problème avec l'Algérie de gérer ses individualités. C'était pas forcément ça. C'est très compliqué. Il y a un an, je ne sais pas si on faisait le débrief sur ce plateau, mais il y avait un Portugal-Algérie. On se disait, mais où va cette équipe-là ? Et donc ça démontre bien qu'en un an, Belmadi a su porter ce groupe, a su faire inculquer des valeurs dans ce groupe qui sont très intéressantes. Il y a beaucoup de sélectionneurs qui sont d'accord pour dire que la santé d'un groupe, en tout cas la bonne santé, elle se définit selon la manière dont les remplaçants ils vont accepter leur sort. Et là, on voit bien que sur ce troisième match, ils apportent la plus éclatante des réponses. De toute façon, avec l'Algérie, avant de créer du jeu, il fallait surtout consolider le vestiaire parce qu'on sait que les derniers sélectionneurs, pas uniquement Madjer, que ce soit Radjevac, que ce soit Alcazar, on sait que c'est les joueurs qui demandaient leur tête. C'était eux qui avaient pris le pouvoir, c'était eux qui faisaient ce qu'ils voulaient. Ce que Belmadi a fait, arriver à consolider son vestiaire, à un petit peu dégonfler les boulards, à remettre tout le monde dans le sens du jeu, et là je parle des stars, je parle de Mahrez, je parle de Brahimi, je parle de Feghouli, je parle de tout le monde, ça a été la grande réussite de Belmadi sur cette année à la tête de l'Algérie. Après, ce que l'Algérie surtout dégage, je trouve, c'est de la sérénité et un esprit collectif. Et l'union. Que quand je vois le match contre le Sénégal, c'est vraiment révélateur de l'état d'esprit. Ils ont joué comme des hommes et surtout, d'un point de vue collectif, c'est-à-dire que mon pied, c'est ton pied. Ouais. Si c'était pas le pied de Mandy, c'était le pied d'Atal, par exemple, qui était là. Et c'était vraiment collectivement, je trouve, c'était vraiment joli à voir en termes d'état d'esprit. Moi, je suis sénégalais. Quand j'ai vu le match, j'ai dit, mais même s'il y a des erreurs d'arbitrage, d'accord, mais mec, les erreurs d'arbitrage, je suis pas sûr que le Sénégal puisse gagner ou même par match nul.
Parce que dans l'état d'esprit, ils sont Il y fait aurait tellement... eu le penalty et Mané le retirer. Voilà. Mais dans l'état d'esprit, Non, mais tu fais bien dire ça parce qu'il y avait des figures qui incarnaient ça, à l'instar d'un Bounedjah qui, pour moi, a fait un match magnifique. Et donc, on voyait bien que cette équipe, dès qu'il y avait un problème, dès qu'il y avait une difficulté, on aidait son coéquipier. Et en ce sens, ça tranchait par exemple avec le match face au Bénin, où tu es en supériorité numérique pendant un bon bout de temps, et malgré ça, tu n'arrives pas à traduire cette supériorité. Et là, voir le déroulé de ce processus qui aboutit à quelque chose comme ça démontre bien qu'il y a un coach qui travaille derrière. Donc l'Algérie finit première de son groupe, l'Algérie va affronter un meilleur troisième. Ça sent bon. Ah mais ça sent bon l'Algérie, quand on en fait un outsider, on parle d'un quart de finale, d'une demi-finale, voilà, je change... Ça serait déjà pas mal. Ah mais ça serait même très bien, parce que les dernières années en Algérie c'était très compliqué, puis il reste quand même sur une CAN 2017 décevante. Quart de finale, demi-finale, oui, après l'Algérie, ça se passe très bien pour l'instant, donc tout va bien. Faut voir aussi le jour où ils vont jouer une équipe qui va les mettre en difficulté, quand ils vont être menés au score, quand ça va commencer un peu à se dérégler, voir comment ça marche, comment est-ce que les leaders vont se comporter, est-ce qu'un mec comme Mahrez va pas prendre le ballon pour jouer tout seul, est-ce que ça va pas commencer à s'engueuler, comment Belmadi va faire rentrer les joueurs, tout ça. Jusqu'à présent, c'est sans faute. Ce qui est sûr, c'est que ce que dégage l'Algérie dans le jeu et en dehors du jeu, ça ne peut qu'être bénéfique. Ça ne peut qu'être bénéfique et selon le tirage, ils vont jouer un meilleur troisième. On va dire que je ne vais pas les qualifier d'office pour les quarts de finale, mais jusqu'à présent, je ne vois pas une équipe de celles qui sont en troisième position les mettre en difficulté. Moi, la Guinée. Peut-être. La Guinée, c'est pas joli à voir. Bah, c'est pas la Guinée que j'ai vue hier. On est d'accord, c'est pas joli à voir, mais sur un match, ils peuvent faire une prestation. Peut-être. Ils ont des joueurs qui peuvent le faire. Alors messieurs, on va se projeter sur les rencontres de ce mardi, les dernières de cette phase de groupe. D'ailleurs, l'occasion de vous rappeler que demain, il y aura encore un cadeau à gagner, donc restez connectés parce que ça vaudra le détour. Vous connaissez le principe maintenant avec notre partenaire Mon Petit Prono. Vous allez sur le site, vous vous connectez, vous inscrivez, ça prend 30 secondes. Vous rejoignez la Ligue Stade Afrique, le Challenge After CAN. Et le meilleur pronostiquaire aura aussi un cadeau à la fin de la CAN. Alors messieurs, demain, Bénin-Cameroun. Ah, les victoires du Cameroun. Victoire du Cameroun? Ouais. Quel score? 2-0. 2-0. Alioune? Match nul. Match nul, combien? Allez, 1-1. 1-0 pour le Cameroun, parce que je pense que le Bénin, ils ont laissé passer leur chance sur le match face à Guinée-Bissau. Beaucoup de gens disent ça. Ah, ça a été décevant. Guinée-Bissau au Ghana, justement. 1-0 pour le Ghana. 1-0 Ghana. 1-0 Ghana. 2-0 Ghana. Petit Ghana, donc quasiment, sauf peut-être pour Elton. Angola-Mali. Victoire du Mali 3-1. Également Mali. 2 buts d'écart. Match nul. Match nul. Et enfin, Mauritanie-Tunisie. Peut-être adversaire de la RDC, qui sait. Moi, je vois une victoire de la Tunisie, mais très difficile. D'accord. Un match nul. Match nul. 1-0 Tunisie. En façon Tunisie, quoi. Et donc RDC-Tunisie en 8e de finale. Elton, on sent déjà qu'il a... il a tenté le terrain. Il y a des comptes à régler. Il y a deux partout. Il y a deux partout. Elton, on invitera Farouk pour le débrief, pour vraiment tout ça. En tout cas, messieurs, merci pour votre participation. Merci aussi à vous, les téléspectateurs, pour votre question et pour votre fidélité. Comme vous l'avez vu, le créneau a avancé parce que les matchs finissent plus tôt. Donc rendez-vous 1 heure plus tôt. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. Allez, ciao, ciao, bonne soirée.